Juillet. L'art de gueuler. Ce qui est marrant quand on observe un espace public, c'est que, plutôt qu'à tous, l'endroit semble n'être à personne. De toute évidence, nul n'aurait l'idée de cracher ou de balancer des mégots sur le parquet de son salon, n'est-ce pas? Ni dans celui de quelqu'un d'autre, a priori, cela dit. Mais dans un couloir de métro ou au milieu d'une rue, pas de problème. Allons balancer des détritus à bout de bras, c'est la fête. Ok, on dirait peut-être que ma grand-mère Gertrude, celle qui repasse même ses petites culottes, vient de prendre possession de mon corps. Mais enfin, que celui qui n'a jamais eu de haut-le-cœur en voyant un passant se racler bruyamment la gorge avant de projeter au sol un crachat verdâtre vienne me contredire. C'est dégueu, un point c'est tout. Ce qui me choque le plus, et me choquera toujours, je crois, c'est la propension masculine à pisser partout. Un coin discret, ou pas d'ailleurs, un pont, une bagnole, voilà nos amis les hommes qui envoient gicler leur urine à tout va. Et vous pouvez me croire, je parle d'expérience. Pour une raison qui m'est incompréhensible, l'abri à vélo devant ma gare de banlieue a été rebaptisé, c'est le cas de le dire, pissotière publique. Un angle entre deux murs, un vague toit perché sur deux poteaux. Si ce n'est pas le nec plus ultra de la discrétion, l'endroit semble pourtant attirer tous les pisseux de la ville. Si vous tenez à votre odorat, ou bien à garder dans votre estomac ce qui s'y trouve, un conseil, gardez vos distances. Évidemment, cela pose très légèrement problème quand on cherche à garer son petit vélo là où c'est prévu. Fervent ami de la planète, et trop désargenté pour me payer une voiture, je fais partie des dizaines de cyclistes qui se voient contraints de pénétrer dans l'abri nauséabond tous les matins avant de sauter dans le RER. Ô joie, ô bonheur! Un coup sur deux, je tombe sur un gars, la quéquette à la main, qui se soulage sur le mur. Et là, quand même, j'ai envie de dire non. La première fois que j'ai vu ça, je dois vous dire, ça m'a un peu fait un choc. Je ne savais pas trop où regarder, quoi faire de mes yeux. Et je n'étais pas fan, mais bon, je me suis dit, laissons passer, c'est juste une fois. Comme il se trouve que ce n'est en fait pas du tout qu'une fois, je suis en quelques mois passé du détournement discret de regard aux reproches véhéments. Mais c'est vraiment crade. Ça va? Vous vous sentez bien à foutre de la pisse partout? Vous ne voulez pas faire caca aussi tant qu'on y est? Bon, ça c'est la version très énervée. Quand j'ai passé la journée, qui s'annonce naze, que ce mec qui se vide sur mes pneus constitue l'ultime affront que me fait la vie et que j'ai le choix entre exprimer ma colère et m'étouffer de rage jusqu'à en mourir sur ce trottoir puant. Vous comprendrez, j'espère, que mon choix se porte plutôt sur la première possibilité. Les mecs pris sur le fait ne considèrent d'ailleurs que très rarement qu'il serait de bon ton de s'excuser, remballer le matos et quitter la place. Non, le plus souvent j'ai droit à une engueulade en retour, entrecoupée de considérations techniques sur le fonctionnement de la prostate, et surtout sur son dysfonctionnement. Le tout se termine généralement dans une cacophonie où aucun des deux n'écoute plus l'autre, trop pris dans sa propre argumentation. Constructif donc. Mais je crois à la justice et au bien-fondé de mon intervention, et j'espère même secrètement entraîner dans ma petite révolution les autres nanas dont les vélos subissent le même sort. J'en entends souvent râler à voix basse et lancer des « oh, c'est crade » qui ne parviennent pas jusqu'aux oreilles des malpolis. Eh bien, après que j'ai poussé une petite gueulante bien salée, il s'en trouve toujours une ou deux pour renchérir, cette fois de façon perceptible. Je rallie le peuple insurgé, donc, en quelque sorte. Je me sens donc responsable du devenir de ma nation, et à l'image de ces braves qui se sont battus il y a quelques siècles pour renverser la dictature et cette stupide Bastille, je me lève et clame mon désaccord d'une voix haute et claire. Bon, pour la plupart des gens, il semblerait que cette capacité que j'ai à souligner les injustices du monde soit en fait simplement une tendance à ronchonner. Et oui, il paraît que je suis ronchon. Toujours de mauvaise humeur, à voir le verre à moitié vide, disent les gens qui m'entourent. Qu'ils me servent à nouveau au lieu de me plaindre. Cela n'étant plus que mensonge et calomnie, si vous voulez mon avis. Le problème, c'est que personne ne me demande mon avis. Pas que cela m'empêche de le donner, notez. Il me semble pourtant évident que ma personnalité délicieusement cinglante reflète surtout un sens critique à la fois infaillible et charmant. Ces nombreuses qualités ne m'attirent pourtant, les trois quarts du temps, que des remarques acides.
Mais t'arrêtes jamais de faire la gueule, s'exaspère régulièrement ma mère. Il faut dire, c'est facile pour elle. Elle vit au pays des bisounours et pratique la positive attitude plus qu'il n'est légal de le faire, entre 2 séances de yoga. Non, pardon, c'est du tai chi. Mais moi qui vois le monde tel qu'il est, c'est-à-dire rempli de pisseurs sur voie publique, je me dois bien de faire profiter les autres des observations ô combien pertinentes et justifiées qui me viennent constamment à l'esprit. I keep it real, quoi. Mais ce n'est malheureusement pas au goût de tout le monde. Pessimiste, disgracieuse, insupportable, on m'aura attribué de nombreux adjectifs, tous plus folichons les uns que les autres. Mais ce qui revient le plus souvent, pour me décrire, c'est le mot le plus mollasson pourrave de la terre, boudeuse. Ah, si j'avais pu gagner 1 euro à chaque « Tiens, voilà du boudin, qu'on m'a chanté dans l'espoir de me dérider, je serais milliardaire à l'heure qu'il est. Alors d'accord, je l'ai cherché. Je fais la gueule à peu près la moitié de la journée, pour tout et surtout pour un rien. Il me semble pourtant que cette mauvaise humeur est la manière la plus civilisée de manifester son mécontentement. Si on y pense, je ne dis rien, je ne fais rien, je reste dans mon coin sans sourire, très neutre donc. Et c'est là que je deviens victime de mon hilarante personnalité. Peu habitués qu'ils sont à ne pas m'entendre balancer les remarques les plus drôles du monde, ceux qui m'entourent sentent comme un grand vide submerger leur vie. Qu'ils tentent de chasser en passant leur nerf sur moi, c'est le pompon. Bien évidemment, plus on m'engueule, moins je me sens joyeuse, plus je me renfrogne, ce qui provoque encore plus de colère chez l'autre, qui m'agresse encore plus, etc., etc. Le cercle est vicieux et sans fin. Quoique, si, quand même. Au bout de quelques jours, je finis par quitter mon air maussade, et c'est reparti pour une bonne tranche de rire. Non, parce que tout le monde se plaint de ma mauvaise humeur, mais personne n'imagine à quel point la situation est difficile pour moi, quand je leur impose ma punition du silence. Tant de blagues que je m'empêche de raconter, de piques que je dois me retenir de lancer. Bien sûr, dans le genre moins subtil, on a le gros piquage de colère, que ma sœur, par exemple, pratique avec une dextérité hors du commun. Cette gamine est adorable les 9/10 du temps. Mais alors, quand elle s'énerve, ça se sait jusqu'au bout de la rue. Il paraît que c'est plus sain. En tout cas, c'est ce qu'affirment nos parents, qui se défendent farouchement de tout chouchoutage pour la cadette. Mais nous savons tous à quoi nous en tenir. Forcément, quand on est une petite gamine si gâtée que ça en devrait être illégal, on peut se permettre de se lancer dans de grands élans d'énervement arrosés de larmes de crocodile. Ça marche à tous les coups, pourquoi se priver? Nous autres pauvres mortels, ou en tout cas moi, pauvre fille, pas si mignonne, devons nous battre plus farouchement avec des armes faites pour tenir dans la durée. J'ai nommé la bouderie. Si cela doit aller de pair avec des soupirs agacés, des « Ah, non, pas encore !» exaspérés, et le florilège des « Mais quel âge tu as enfin? Tu es adulte maintenant, ça ne peut plus durer comme ça !» Eh bien, ainsi soit-il. Paraît-il qu'en plus, parce que décidément, j'en tiens une couche, ma tendance à critiquer s'exerce à tort et à travers. Bon, il est possible que j'y aille parfois un peu fort. Par exemple, l'autre jour, ma pote Fanny est arrivée avec un nouveau top, vraiment joli. De bonne humeur, je lui fais remarquer en souriant « Sympa ton t-shirt !»« Oh, la ferme, Apolline !» a-t-elle répliqué en se renfrognant aussitôt. Me voyant étonnée, elle m'a alors expliqué avoir cru que je disais cela ironiquement. « Tu comprends, c'est tellement rare que tu sois sincère quand tu complimentes quelqu'un. » Autant pour moi. Mais pourquoi cesser d'être une langue de vipère quand ça rend la vie tellement plus amusante? Soyons honnêtes, se moquer des gens derrière leur dos, ou devant leur face si on est pote, reste l'une des activités les plus hilarantes de mon quotidien. Et que celui qui n'a jamais cédé à la tentation du commérage le fasse savoir maintenant ou se taise à jamais. Oh, quelle surprise, je n'entends rien. Je réfute par avance l'argument fallacieux selon lequel un livre ne transmet pas les protestations des lecteurs. Pour résumer donc, je suis une râleuse, un bon gros spécimen qui ne laisse pas passer une occasion de pointer ce qui ne va pas. Mais attention, avec une classe et une acidité incomparables, se référer à l'agression du pisseur quelques lignes plus haut. Un contrôleur se pointe dans le train le seul jour de ma vie où je n'ai pas pris de ticket. Mon job d'été consiste à servir le café tous les matins et avec le sourire, s'il vous plaît.
Il n'y a plus de frites au self? Comptez sur moi pour tourner ces désagréments de la vie quotidienne en dérision et vous faire pleurer de rire, même si sur le coup je brûlais plutôt de rage, surtout pour les frites. Et j'apprécie bien évidemment que mes copines fassent pareil. Je dois l'avouer, je me suis un jour presque pissée dessus en entendant le récit de Yaël d'une nuit particulièrement turbulente, trop agitée même, pour qu'elle le soit dans le bon sens du terme, avec son copain. Parce que oui, nous détaillons les épisodes les plus comiques de notre vie intime, ceux où l'on finit par se ramasser sur la moquette, ou en faisant tomber le super vase en cristal de la belle-mère. Et tant que c'est marrant, on partage. C'est peut-être le signe que nous n'avons aucune classe, instinct de protection de notre jardin secret, ou truc dans le genre. Notre seule règle, si ça nous a fait plier de rire, ça vaut le coup d'être raconté. Et si les personnages du récit sont à poil, eh bien, ça rajoute un peu de piment à la chose. Ce n'est pas comme si on se mimait les épisodes les plus farfelus non plus. Bon, d'accord, on le fait, mais attention, avec des vêtements. On rigole toujours en pensant à ces clichés moyenâgeux qui veulent que les jeunes filles restent un peu prudes et secrètes concernant les choses de l'amour. Que dalle! Ce qui nous fait marrer, ce sont les situations inattendues, les détails croustifondants, les répliques cocasses, les rebondissements, un peu d'action, quoi. Personne ne se doute qui je suis au fond, une grande sensible, incurable romantique qui laisse à l'occasion couler une larmichette devant un film triste. Ou une petite rivière si les acteurs sont vraiment bons. Je suis sûre que c'est dû à un désordre hormonal, cette connerie. Comme quoi, on peut être à la fois un esprit acéré et stupidement sentimental. Sachez que je n'ai pas peur de la contradiction. Traduisez, je suis complètement schizo et je le vis bien. Et puis, il y a tellement de choses dans ce bas monde qui me remuent les tripes et me font chialer sans que je n'y puisse rien. La saga Harry Potter qui s'achève, sans que j'aie reçu la moindre lettre de Hogwarts. Je hais ma vie. D'avoir à se lever tous les matins, et même parfois à travailler jusque tard le soir. L'existence est pleine de tristesse. Déjà, à la base, je fonctionne sur le même rythme qu'un nourrisson. Si j'ai faim ou sommeil, faut pas chercher, je pleure. Ou alors, je fais la gueule. Ou, dans les cas extrêmes, je hurle. La vie est une longue série d'occasions de rire ou de s'énerver. Alors forcément, que voulez-vous? Je fais les deux, en essayant d'alterner de manière la plus équitable possible. Donc voilà, je râle. Je peste, je grogne, je fais savoir mon mécontentement au monde autour, et je le fais souvent. Mais je le fais plutôt bien, cela dit. Et je crois que mon entourage, malgré ses récriminations, ne trouve pas ça si terrible. Et puis, comme cette tendance fait partie d'un grand mouvement de rébellion contre les incivils et les super-vilains, on peut considérer qu'au final, c'est quasiment une bonne action. Alors, enfilez votre cape. Vous pouvez la découper dans des vieux rideaux. La mienne est magnifique avec ses grosses fleurs mauves. Et vos gants Mappa. Coiffez-vous d'un sac poubelle pour garder secrète votre identité. Et c'est parti. Les pisseurs publics n'ont qu'à bien se tenir. Août, les nuits d'été. Tout avait pourtant bien commencé. Un long mois d'août, une météo à tomber par terre tant le soleil et le ciel bleu faisaient bon ménage, et bien sûr, les vacances. L'occasion idéale pour partir en séjour entre potes, toile de tente à l'appui. Entre camping sauvage et baignades impromptues dans tout ce qui excède la taille d'une flaque d'eau, ça se confirme, rien n'est plus sympa qu'une escapade estivale. Je sens quand même un léger mal de gorge s'installer après une nuit un peu fraîche, et nous voilà partis en direction d'un vrai camping pour quelques jours. L'après-midi se déroule bien, agrémenté de nouvelles rencontres. Il faut dire que la saison est bonne, comme le dit notre voisine. Les emplacements sont tous occupés, et le camping bondé fourmille comme une fourmilière, tiens. On se marche un peu les uns sur les autres, mais chacun faisant preuve de bonne volonté, l'ambiance reste agréable. Je commence à avoir le nez qui se bouche, cela dit, et je redoute déjà de finir raide morte, emportée par une maladie inconnue et foudroyante, tandis que mes amies se moquent de ce qu'elles appellent mes tendances hypocondriaques. Vraiment, je me demande comment elles peuvent ne pas voir que le mal qui m'atteint est on ne peut plus sérieux. Mais je suis une brave, quoi qu'on en dise, et je les laisse rire tandis que je serre les dents, écharpe au cou et songeant à acquérir un bonnet.
Allez, arrête de pleurer, c'est qu'un rhume. Ça, c'est ce qu'on croit, jusqu'à ce qu'on en meure. Je suis de toute évidence la seule à qui la gravité de la situation apparaît dans toute son ampleur. Mais enfin, nombre de génies incompris ayant eu à supporter les railleries de leurs contemporains, c'est probablement une étape par laquelle je dois moi aussi passer. Je refuse, bien évidemment, de me rendre chez un médecin, car je sens qu'il ne ferait que me répéter ce que le reste du monde, ligué contre moi pour des raisons qui restent mystérieuses, a annoncé. Il s'agit d'un petit rhume sans importance, qui aura disparu dans une poignée de jours. Un de nos nouveaux amis est d'ailleurs étudiant en médecine, et il a décrété, après étude de mes symptômes, qu'il était absolument superflu de consulter. Inutile d'encombrer les salles d'attente, autant laisser la place aux gens qui sont vraiment malades, a-t-il eu le toupet de dire. Avec la tombée de la nuit, les symptômes de l'infection lancinante qui me ronge se font plus virulents. Emmitouflé dans l'unique pull que j'ai emmené, paquet de mouchoirs à la main, je me retrouve encerclé de vacanciers dont la bonne santé m'agace. Comble de l'indécence, certains sont encore en maillot de bain ou à peine couverts par une fine robe ou un t-shirt, et ils ne frissonnent même pas. Je combats tant que je peux la jalousie qui s'installe dans mon cœur aigri, mais rien à faire, j'ai les boules. Le tas de Kleenex usagés qui s'accumule à mes côtés, bah oui, au bout d'un certain nombre, les poches saturées ne peuvent simplement plus contenir de mouchoirs, et je ne vais tout de même pas les manger, a de toute évidence un effet répulsif. Étonnamment, personne n'est volontaire pour s'asseoir à mes côtés dans l'herbe roussie par la chaleur. C'est donc seul et au bord de la mort que je passe la soirée. Bon, d'accord, pas exactement seul. Quel genre d'amies seraient les miennes si elles me laissaient là dans cet état? Yaël est d'ailleurs de la partie, qui m'a connu en plus mauvais état que cela, et dont la loyauté ne saurait faillir pour si peu. Et je ne suis peut-être pas exactement sur le point de succomber non plus, il faut bien le dire. J'arrive encore à respirer, uniquement par la bouche, mais enfin, tant que ça atteint les poumons, je m'estime chanceuse. L'heure d'aller se coucher arrive finalement, à mon grand plaisir. Dormir, j'adore, j'adhère. On ne peut pas dire que la foule se batte pour partager ma tente, mais je ne peux pas leur en vouloir. Je ne crois pas que je serais très chaude pour le faire à leur place. Nous finissons par convenir que je passerai la nuit seule, les trois autres s'entassant sous l'autre toile, quelques mètres plus loin, histoire de me laisser me remettre au mieux sans contaminer qui que ce soit. Elle risque d'autant moins de choper mes microbes que, faute de place, nous n'avons pu monter les tentes côte à côte, mais éloignées de 3 emplacements. Je sors exténué de la longue bataille menée contre l'infection qui me ronge depuis 6 heures, au bas mot, mais c'était à prévoir. Impossible de dormir. Je me tourne et me retourne dans mon sac de couchage, le nez encombré comme le périph' un jour de départ en vacances. Pas moyen de faire passer le moindre centimètre carré d'air par là, et à force de respirer par la bouche, je suis asséché comme un marais. Un marais asséché, s'entend. Rien de trop reluisant, donc, et j'ai le temps de maudire environ 10 000 fois mon canal nasal avant de sombrer, enfin. Le reste de la nuit se passe sans incident majeur, et si mon nez ne s'est pas débouché d'1 millimètre le lendemain matin, je me sens tout de même un peu mieux après quelques bonnes heures de sommeil. Je suis étonné de voir que je suis la première levée, et vais secouer le reste du groupe sans scrupule. De leur côté, l'ambiance n'est pas tellement à la joie, malgré la belle journée qui s'annonce. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit », grogne Yaël d'une voix sourde. « Il y a quelqu'un qui ronfle à côté tellement fort que ça devrait être puni par la loi. Il faudrait leur interdire de s'approcher des campings, ces gens-là. »« Ah bon ?» je m'étonne. « Je n'ai rien entendu, c'est bizarre. »« Ouais, bah t'as eu de la chance, tiens, regarde !» Elle désigne un homme d'âge mûr qui sort de sa tente sans se douter de rien. Je suis sûre que c'est lui qui faisait tout ce raffut. Son emplacement est juste à côté du nôtre. Tous les bruits arrivent jusqu'à nous. Nous observons le suspect d'un œil inquisiteur, cherchant des traces, prouvant sa tendance à ronfler bruyamment. Mais bon, forcément, tant qu'il ne dort pas, c'est difficile à évaluer. Il faudrait le cuisiner, suggère Yaël, prête à tout pour protéger son sommeil de la nuit suivante. Oui, enfin,
On ne le connaît pas, c'est un peu cavalier tout de même, non? Je risque. On ne peut pas lui sauter dessus et lui faire avouer qu'il ronfle, c'est plutôt mal poli. Elle n'en démord pas pourtant. L'occasion d'en apprendre plus sur l'individu se présente dans la journée, et Yaël ne la laisse pas passer. Sur le coup de midi, l'homme sort quelques chaises pliantes et dresse le couvert près du barbecue. Sa femme, dont la mine peu fraîche laisse penser que sa nuit a été aussi courte que celle de mes amis, nous aborde tandis qu'il démarre un feu. « Excusez-moi, est-ce que vous auriez un peu de sel par hasard? Nous avons fini le nôtre hier. »« Pas de problème, » sourit Yaël en me lançant un clin d'œil. C'est le signal pour que j'intervienne. « Alors, vous connaissez bien la région? »« Ah oui, plutôt. On vient en camping ici depuis des années. On adore le coin. »« C'est chouette, ça. Et vous arrivez à bien dormir avec le bruit autour? Je ne sais pas, les gens, le mouvement, les ronflements, » complète Yaël, dont l'œil flamboie avec un peu plus de fièvre. « Ah, ça, c'est parfois terrible, » enchaîne la voisine. « En général, tout va bien. Et puis, j'ai de la chance. Gustave ne m'a jamais fait le coup. » Elle désigne d'un coup de tête son mari, qui souffle à présent avec vigueur sur les braises. « Vraiment? Parce que cette nuit… » L'insinuation agit comme un signal pour la femme qui s'anime soudain. « Ne m'en parlez pas. Des bruits comme des tronçonneuses. Pas moyen de dormir. Regardez-moi ces cernes. Je suis en vacances ou bien… » Oui, je crois, murmure mon ami décontenancé. « Mais alors, d'où ça venait à votre avis ? » Ne le prenez pas mal, mademoiselle, mais pour moi, c'était dans votre coin, affirme la bonne femme sans se démonter. Vous n'auriez pas un garçon un peu bruyant là-dessous ? Ajoute-t-elle d'un air entendu. Non, mais de toute façon, j'étais dans la tente, et on a passé la nuit à se demander ce qui pouvait être à l'origine du bruit. La conversation s'achève sans que plus d'indices n'aient pu être découverts, car le jusque-là silencieux Gustave appelle soudain. « Ohé, Jacqueline, tu le ramènes ce sel, oui ou non ?» Et sa femme de trottiner vers lui, agitant la salière en signe de conquête victorieuse. « Tu crois qu'elle nous a menti ?» demande Yaël sceptique. « Peut-être qu'elle le couvre. Mais tu t'es cru en pleine résistance, toi ?» Je rigole. « Écoute, il se couche tôt. Ce soir, on ira fureter discrètement autour des tentes les plus proches, et on découvrira le coupable. Et là, ça va saigner. » Le poing serré de mon ami me fait me demander quel triste sort elle réserve au coupable. Mais je sais à quel point le manque de repos la rend hargneuse. Donc, je préfère ne pas creuser le sujet tant que l'on n'a pas établi clairement qui est à l'origine de sa privation de sommeil. Après une bonne journée passée à ne rien faire, ce à quoi nous mettons beaucoup d'application, revient la nuit. Ma maladie imaginaire, comme la surnomment mes copines, s'est légèrement améliorée. Je suis tout de même sujette à bon nombre de reniflements, tandis que nous nous glissions entre les campements, lesquels sont étonnamment silencieux, et de toute évidence dépourvus de ronfleurs. Une tente seulement laisse échapper quelques bruits qui attirent notre attention, mais, après vérification, il apparaît que ses occupants soient en fait en plein coït. Nous ne nous attardons donc pas. Après avoir regagné nos emplacements, je m'installe pour la nuit avec Yaël. Les privilèges des malades, c'est fini. Je n'ai plus droit à toute la place. Mon ami commence à discuter un peu, mais je dors déjà à moitié. Je lui réponds par grognement 5 minutes avant de sombrer et passe une nuit délicieuse. Quand je me réveille, la matinée touche à sa fin et je suis seule. Les bruits de conversation qui me parviennent indiquent que mes amis sont rassemblés dehors et apparemment ils se marrent bien. Je sors donc prestement. Une bonne poilade au réveil, c'est le meilleur moyen de commencer la journée. Un peu endormi encore, je salue tout le monde et note que le groupe de nos nouvelles connaissances se trouve au grand complet. Mais le silence subit qui plane sur le groupe me semble louche. De suite, ma paranoïa se met en marche. On me cache quelque chose, mais quoi? Je tente de chasser le malaise d'une question bateau. « Alors, bien dormi ?» Les autres se regardent, restent une seconde silencieux, puis, dans un bel ensemble, explosent de rire. Tant de synchronisation n'est pas bon signe, me semble-t-il. Pourquoi je suis exclue de la blague? Tandis qu'ils se gondolent tous en chœur, l'étudiant en médecine s'approche de moi. « En fait, pas vraiment, » commence-t-il avec un sourire. « Mais toi, oui, n'est-ce pas ?»
J'acquiesce, sans trop comprendre pourquoi cette question a relancé l'hilarité générale. Il prend alors un ton très professionnel pour m'annoncer « Écoute, Apolline, nous avons enfin découvert quel est le mal qui t'accable vraiment. C'est une maladie terrible qui t'a affecté ces derniers jours et dont nous avons tous pâti. La ronchopathie. » La roncho quoi? D'où vous en pâtissez? De quoi tu parles? Mes questions se perdent dans leurs éclats de rire. Charitable, Yaël m'éclaire enfin. La ronchopathie, c'est le nom scientifique du ronflement, Apo. Tu fais à peu près autant de bruit qu'un avion au décollage, avec le nez bouché. Je m'apprête à protester, quitte à montrer du doigt le premier malchanceux sûr qu'il serait possible de reporter l'accusation, celle-ci m'ayant gravement blessé dans mon amour-propre. Je désigne d'un geste la location de nos voisins au barbecue, tout en réfléchissant à la meilleure manière de procéder à la délation mensongère, quand, me réveillant pour de bon, je percute soudain que la nuit a apporté quelques changements dans notre voisinage. Ma tente se dresse désormais au milieu d'un petit désert, sorte de no man's land où aucun campeur ne veut plus s'aventurer. J'ai un peu honte d'avoir ainsi fait le vide autour de notre toile, mais en même temps, qu'est-ce que j'y peux si je ronfle? Comme dans toute situation délicate, je ne vois qu'un moyen de me sortir de là. Prendre l'air le plus décontracté possible et mentir éhontément. Je ne vois pas le moins du monde de quoi tu parles, je réplique donc, ignorant les sourires ironiques qui fleurissent sur les visages m'entourant. Puis, je sors la phrase de diversion qui ne manque jamais sa cible. Sinon, ça vous dit qu'on aille se baigner? Et je vous offre l'apéro tout à l'heure. Car, comme le dit très sagement le proverbe chinois, nie toutes tes fautes en août, mais paye la bignoute et tu seras sur la bonne route. Septembre, les gens. Par moments, je hais le monde, genre tout le monde. La période de rentrée est sans aucun doute celle qui provoque le plus d'accès de ce genre, probablement parce que je passe soudainement d'un emploi du temps rempli de siestes sur le sable à des journées qui commencent dans un RER bondé, plongé au milieu d'une foule où je n'ai aucune envie d'être compressé, mais pas le choix, je m'y encastre comme tout le monde. Les groupes de collégiens surexcités qui déversent leur trop-plein d'hormones hurlantes dans la rue, les vieux au téléphone vociférant « Attends, je ne t'entends pas, je suis dans le train !» et répètent chaque phrase 10 fois, histoire d'en faire profiter tout le wagon, les groupes de fumeurs devant un bâtiment qui bloque l'entrée et t'ont refilé un cancer du poumon le temps que tu y rentres. Il y a de quoi rendre au misanthrope le cœur le plus dur. Tout ça me donne de bonnes, grosses, franches envies de meurtre. J'ai tendance à basiquement abhorrer les bébés, enfants, ados, adultes et seniors dès qu'ils se retrouvent en bande. Et au-delà de 3, c'est une bande. Mais attention, je ne suis pas borné. Parfois, même à 2, ils sont insupportables, et pour les plus extrêmes, un seul suffit. Dans la catégorie « chiant par paire », on a les couples qui dansent le rock en boîte. Je ne sais pas exactement comment c'est humainement possible de confondre un club surpeuplé avec la large piste d'un thé dansant, mais de toute évidence, c'est leur cas. Il faut quand même que quelqu'un le dise. Une boîte de nuit n'est pas un endroit approprié pour se lancer dans une série de passes de rock acrobatiques, dont la réalisation exige un périmètre libre de 10 mètres carrés. Et vas-y que je t'envoie valser pour te récupérer à bout de bras, et hop, on fait la toupie pour finir sur un grand jeté. Non, les gars, non. Je ne critique pas la technique, mais il y a un moment où il faut mettre des limites, et c'est ce moment-là. La réalité d'une discothèque, c'est qu'on est collés les uns aux autres, tellement il y a de monde, et qu'une nana rejouant Dirty Dancing qui te rentre dans le lard, renversant les 3/4 de ta menthe à l'eau sur ce nouveau t-shirt acheté exprès pour l'occasion, n'est définitivement pas la bienvenue. Ces illuminés dansants sont tellement dans leur truc, en plus, qu'il ne faut pas espérer le moindre dédommagement de boisson, de top ou même d'un simple pardon. Que nenni, ma bonne dame. Ils repartent d'où ils sont venus, imbibés du dernier quart de ta menthe à l'eau. Oui, j'aime le sirop, qui a l'énorme avantage de me préserver d'un nombre certain d'aventures embarrassantes que je ne détaillerai pas ici. Ils repartent donc, en saut de chat, ou en pas de 2, et hop, ils remettent ça 2 mètres plus loin. Non, mais je vous jure,
Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'il faut se contenter d'une mini-danse ou d'un pauvre mouvement de tête, comme font les plus timides. Moi-même, je le reconnais sans honte, suis sujette au grand moulinet de bras et de fesses, à la boogie-woogie. Je suis in, j'ai le move, et parfois je me lance même dans la danse du robot. Mais après, les gens rigolent, alors j'arrête. Donc oui, se laisser aller, suivre le rythme et se trémousser à grand renfort de mouvements désordonnés, je suis tout à fait pour. Simplement, cela n'inclut pas d'entrer en collision avec des inconnus. J'ai tenté le coup une fois, notez. Un beau jeune homme se balançait à mes côtés, un verre à la main. Grenadine, probablement. Malicieuse, je lance un coup d'épaule, suivi d'un déhanché délicieux, le bousculant légèrement. Bon, d'accord, j'ai mal géré l'élan, et ça a renversé pas mal de boissons au sol, mais j'étais plus que prête à le laisser se resservir lorsqu'il me proposerait de m'offrir à boire. Je suis comme ça, moi, généreuse. L'effet coup de foudre ne pouvait manquer, une bombe un peu maladroite, quoi de plus craquant. Apparemment, beaucoup de choses, parce que j'avais à peine eu le temps d'arborer ma moue la plus exquise et lâcher un « oups » langoureux, que le gars, pas attendri pour dessous, s'exclame « Putain !» et s'éloigne sans que je puisse même m'excuser, pestant contre les gens qui dansent n'importe comment et pourraient au moins faire un peu attention. Depuis, j'évite cette technique de drague. Mais les rockers de night-club ne sont pas les seuls à vous envahir, loin de là. D'ailleurs, on dira ce qu'on voudra, on gazouillera à gogo, on s'extasiera bruyamment sur leurs bonnes joues et l'incroyable ressemblance qu'ils offrent avec leurs parents. Il faut tout de même reconnaître que les petits-enfants peuvent se révéler une plaie des plus féroces. Un wagon de train, le même, si vous êtes vraiment malchanceux, qui accueille celui ou celle qui n'a pas saisi que l'autocollant représentant un téléphone portable éteint est signe, surprise, qu'il faut éteindre ce dernier. Et un bébé. Rien de bien problématique, penserez-vous plein de bonne volonté. Mais voilà que le drame se déclenche, et le nourrisson se met à brailler. Selon les cas, vous en avez pour quelques minutes, ou de longues heures durant lesquelles les passagers s'accablent intérieurement de reproches. Pourquoi, mais pourquoi n'ont-ils pas choisi de s'asseoir dans le compartiment d'après? Rien à faire d'autre, cependant, que d'attendre la fin de l'orage. Et comme nul autre n'est à blâmer que ce nouveau-né, auquel on ne peut reprocher d'exprimer, comme il le peut, son désagrément, et que les parents, déjà à bout de nerfs et désolés d'encombrer l'espace sonore environnant, se sentent assez mal sans la moindre réflexion, il ne reste qu'à prendre l'épisode comme une mise à l'épreuve de notre patience de maître zen et un challenge personnel à surmonter. D'y penser, je trouve, ça aide. C'est plus difficile de garder son calme quand les petits monstres ont atteint l'âge de courir et mettent leurs nouvelles compétences à bien pour transformer un wagon de train ou une salle de restaurant, un concert, le mariage de votre cousine, en course de relais, exclamations et commentaires à l'appui. Les gamins passent une fois, deux, tombent et pleurnichent bruyamment, se relèvent et repartent. Au troisième passage, on a comme des envies de balancer des coups de poing à droite, à gauche, mais nous sommes bien élevés, n'est-ce pas? Nous éviterons donc. Et puis, je reconnais que je n'ai pas toujours de poils sur moi. Au 12e, cependant, des spasmes nerveux se déclenchent, on met fourchettes et couteaux hors de portée de main pour contrer tout réflexe malheureux, et on adresse enfin une remarque polie aux parents. Selon leur modèle d'éducation, ceux-ci tentent avec plus ou moins de bonne volonté de calmer les ardeurs de leurs rejetons, avec évidemment des résultats aléatoires. Ou vous envoient bouler s'ils ont décidé que les libertés fondamentales de l'être humain incluent la course en lieu public et le fait de bousculer et marcher sur les pieds de ceux qui ont la mauvaise idée de se trouver sur votre passage. Observer les enfants des autres dans un lieu public est au final le meilleur des contraceptifs. Après 1 heure à subir les jérémiades et sanglots d'un bambin qui n'a pas eu exactement les gâteaux qu'il voulait, je peux vous dire que la pilule, je ne l'oublie pas. Sinon, avec apparemment pour devise « on vous emmerde et on aime ça », et probablement médaille olympique toutes séries confondues, on retrouve les bandes de préados. On ne peut que saluer leur endurance. S'époumoner si fort, si longtemps, je ne pourrais simplement pas faire. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont lourds!
Machine raconte dans le détail son après-midi passé avec Bidule, pendant que Truc la submerge de « Dis-moi pas que c'est pas vrai » et autres « Oh, je te crois pas, mais c'est trop ouf !» Par moments, on se croirait plongé dans un documentaire sur les dérives de la jeunesse, grammaticales les dérives. Le tout parsemé de séances photos impromptues, la bouche en cul-de-poule ayant apparemment été proclamée obligatoire par arrêté ministériel, sans que j'en aie été informé. Il faut tout de même rendre justice à ces demoiselles, elles sont toujours plus supportables que leurs homologues masculins. Ceux-là même qui se sentent perdus s'ils se déplacent à moins de 12 et prennent de toute évidence les wagons de RER pour des terrains de basket. Ça chahute, ça s'interpelle bruyamment, même à 5 centimètres de distance, ça se met au défi et se bat pour jouer. Un peu comme une portée de jeunes chiots, en fait, mais en moins mignon. Et personne n'ose rien dire. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais enfin, je ne fais jamais de commentaires non plus. Je me contente d'augmenter le volume de mon lecteur MP3 et j'observe avec exaspération les silhouettes gesticulantes et désormais muettes de la meute exultant son trop-plein de testostérone. Notons la capacité qu'ils ont à s'approprier l'espace, l'ensemble des voyageurs restant prudemment éloignés de ce bouillonnement adolescent et de leurs gestes désordonnés. Rester trop proche, c'est un coup à se prendre, c'est le cas de le dire, un coup perdu. Tandis que je considère sans bienveillance ces micro-sociétés, à la manière dont les scientifiques étudient les bactéries, je ne peux m'empêcher de me revoir quelques années plus tôt avec mon inséparable bande de copains. Ma BFF, Best Friend Forever, cela va sans dire, d'où est-ce que vous sortez ? Géraldine, qui me narrait avec enthousiasme ses folles aventures avec Augustin. Ils s'étaient embrassés la veille, avec la langue. Un peu plus loin, le même Augustin devait avoir raconté la même histoire aux garçons de la bande, qui accueillaient la nouvelle avec tout ce qu'il renfermait de virilité. Nombre de coups de coude et d'airs entendus, de rires à pleine gorge et de chahuts que nous suivions du coin de l'œil, sans en avoir l'air. En attendant, je n'en revenais pas et faisais répéter l'histoire à mon ami dans ses moindres détails. « Non, jure, oh, mon Dieu !» Sans oublier les mimiques théâtrales qui venaient renforcer l'intensité de la situation, ni notre besoin profond de lâcher de temps à autre un petit cri hystérique, parce que, enfin, après des semaines de complots et gossip, l'affaire était conclue. Nous appelions évidemment l'ensemble de nos potes pour leur faire part de l'événement, mais c'est stupide RER, la réception est mauvaise, et nous devions répéter chaque phrase plusieurs fois, en haussant le ton. Et je me sentais presque triste pour les passants blasés qui nous jetaient des regards féroces. Ils n'ont jamais été jeunes ou quoi ? Octobre, le moule. La première remarque s'était élevée au détour d'un couloir au 2e étage du lycée Jacques Prévert. Quand même, cette fille, elle est bizarre. Bizarre. Adjectif ô combien redouté en ces années d'adolescence. Insulte suprême, décadence la plus totale. À la décharge de Miss Balai dans le cul, précisons que j'étais en pleine représentation de flamenco, à la demande de Yaël qui tapait des mains et marquait le rythme à grand renfort de « youloulou » enthousiaste. Cette représentation sauvage ne sortait certes pas de nulle part. J'illustrais en effet chorégraphiquement l'histoire tragique de la danseuse espagnole d'outre-tombe. Ce conte, que je prenais pour un classique de la culture française, mais Yaël affirme que je l'ai inventé de toutes pièces, convenait si bien à l'ambiance halloweenesque de cette fin d'octobre qu'il me semblait tout naturel de le faire découvrir à mon ami. Vous trouverez peut-être la situation malgré tout un peu inhabituelle, mais que diable, il n'y a pas d'heure pour le flamenco. La réflexion, ou l'accusation, devrais-je dire, avait cependant été proférée d'un ton si tranchant que, soudain coupé dans mon bel élan, je refusai le bis réclamé par Yaël. Le doute m'assaillit de toutes parts, et je restai un long moment songeuse, absorbée dans de sombres pensées. Étais-je vraiment bizarre ? Quelques années plus tard, je réponds sans hésitation, et même sans complexe. Oui, de toute évidence. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas la seule. Je découvre en effet, à mesure que je fais de nouvelles rencontres, que nombreux sont ceux qui partagent les aspects les plus étranges de ma personnalité.
ceux que j'ai longtemps tenté de dissimuler avec, avouons-le, plus ou moins de réussite, ceux que j'ai parfois même refusé de reconnaître en mon fort intérieur, trop honteuse pour laisser s'exprimer des tendances qui me semblaient fort louches. Cela a fait l'objet d'un grand nombre de discussions entre moi et moi-même. Pas des monologues, attention, mais de véritables discussions argumentées, tournant régulièrement à la dispute, dans la cacophonie la plus complète. Ces dialogues intérieurs sont d'ailleurs un bon exemple des choses que je m'efforce de ne guère laisser filtrer. Trop peur de me retrouver enchaîné à un tronc d'arbre et brûlé sur la place publique. Eh bien, croyez-le ou non, mais il semblerait que nombreux soient ceux qui partagent mes tendances à l'autodiscussion. Je trouve ça fabuleux. Jusqu'ici, je n'ai trouvé personne qui, comme moi, mime les différentes étapes de ces conversations orageuses. On m'a en effet plusieurs fois fait noter que j'alterne les grimaces, mine renfrognée et grand sourire lorsque je me retrouve seul avec moi-même. Ça ne vend pas forcément des paillettes, mais, dame, toute discussion, même intérieure, mérite que l'on s'y plonge à corps perdu. Une autre de mes spécialités, généralement considérée comme l'apanage des moins de 10 ans, est néanmoins omniprésente dans mon quotidien. D'extraordinaires péripéties imaginaires. Histoires d'amour passionnés et princes tous plus charmants les uns que les autres sont bien sûr régulièrement au rendez-vous. Mais me retrouver d'un seul coup transporté dans un univers parallèle, chevaucher dragons et licornes, voler jusqu'à Neptune ou dévaliser Arsène Lupin, voilà qui est réellement emballant. Cette perpétuelle quête du fantastique et de l'aventure, souvent jugée illusoire, s'accompagne souvent d'amers reproches. « Tu vis dans ton propre monde », soupire ma mère plus que de raison. « Redescends un peu sur terre !» s'époumonne mon père lorsqu'il me sent m'échapper vers des rêveries trop extravagantes. Franchement, pourquoi faire? Il n'y a pas de quoi crever de rire dans le coin. Et puis, j'ai toujours envisagé de devenir astronaute, afin de garder la tête dans les étoiles, et d'être en plus payé pour ça. Nul en sciences, je me suis rabattu sur mon deuxième point fort, longuement travaillé grâce aux films et séries occupant la majorité de mon temps libre. Le vocabulaire, ça se cultive, les amis. Mais l'amour de l'anglais, en revanche, on l'a ou pas. Et cette passion que partage Yaël et qui nous a rassemblés sur les bancs de la fac a des allures de mot de passe ouvrant une porte sur une infinité d'histoires merveilleuses dont nous nous régalons. Ces aventures diverses et variées, qu'elles se déroulent dans un château moyenâgeux ou une Amérique post-apocalyptique, tendent à me donner l'impression que je vis moi-même dans un monde où tout est possible. Ça rend le quotidien plus fun, je trouve, de faire résonner une musique pleine de suspense dans son esprit, et commenter les faits de sa vie de tous les jours avec une voix de narrateur de roman fantastique. Apolline pénétra dans la cuisine sombre. Un silence de plomb régnait dans la pièce, lui conférant une atmosphère glaciale. Quelle était donc cette créature mystérieuse cachée dans le placard à gâteaux? La réponse était la boîte de cookies. Rien de dingue, mais meilleur que le traditionnel pain chocolat au lait, constitutif du goûter traditionnel de la famille Grandjean. Tout ça grâce à un brin d'imagination et l'esprit propice à la découverte. L'habitude de mettre mon nez dans tous les tiroirs que la vie met sur mon chemin, avec évidemment une préférence pour ceux fermés à clé, va de pair avec cette recherche d'adrénaline. Quoi de plus attrayant que ce qui est censé rester caché? L'envie de faire révéler leurs secrets au casier, caisses et boîtes en tout genre, tourne rapidement, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, à l'obsession. Il me faut savoir ce que contient ce coffret cadenassé. Je me meurs de découvrir ce que dissimule ce paravent. L'idée fixe s'infiltre alors dans les moindres recoins de mon cerveau, n'en laissant aucune autre s'y installer. Ma vie s'écoule ainsi, d'une monomanie à une autre. Je n'apprécie pas une chanson, je l'adore et l'écoute en boucle durant des jours, faisant enrager mon entourage qui n'a aucune envie d'entendre pour la 12e fois de la journée telle ou telle mélodie, pour laquelle j'éprouve un amour immodéré, sans trop savoir pourquoi. La lecture d'un bon bouquin ne me laisse pas satisfaite. L'épilogue n'est que le début d'une longue quête d'informations sur l'auteur, puis l'intégralité des personnages, l'analyse approfondie de l'univers mis en place et une recherche assidue de fanfiction en tout genre. Il m'arrive rarement de bien aimer un groupe de musique.
Je suis fan jusqu'à la mort et trace les membres dans leurs déplacements, enchaîne les concerts en me battant pour un premier rang, puis me précipite devant leur hôtel pour obtenir un autographe. J'avais plus ou moins atteint, selon mes critères, le summum de l'acharnement. Mais au moment où j'en venais à douter de ma santé mentale, mon chemin croisa celui de Fanny. Rencontrée à l'entrée d'une salle de concert, où je faisais le pied de grue depuis plusieurs heures afin de m'assurer une bonne place, la jeune fille se révéla être la plus tarée des obsessionnelles. Dormir devant la salle lui avait semblé tout naturel, puisque cela lui semblait l'unique moyen de s'assurer la meilleure place en fosse. En cette période, ce n'est pas tellement désagréable, avait-elle ajouté avec bonne humeur devant mon air ébahi. Ce n'est qu'en cas de neige que ça devient rude. Bon. Fanny, ainsi qu'il m'apparut rapidement, partageait mes goûts dans de nombreux domaines, et toujours elle s'investissait de la manière la plus totale dans sa passion. Administratrice de plusieurs forums dédiés à des séries fantastiques, présente à tous les concerts de ce groupe que nous étions venus acclamer, elle s'était en outre lancée dans la rédaction d'un 8e tome des aventures de Harry Potter. Mais ce n'est pas grand-chose, tu sais, je n'en suis qu'au 15e chapitre. Depuis, je me sens tout à fait équilibrée. Quelques mois plus tard, une fois remise de ma dépression post-tournée du groupe en question, me voilà repartie vers d'autres environs de fanitude. Cette série américaine occupe ma vie, envahit mes nuits et met KO la partie de mon cerveau en charge des tâches utiles. L'un des personnages, notamment, provoque mon admiration la plus totale. Invincible, insolent, plein de verve et jamais à court de vannes, il fait rire aussi sûrement qu'une blague carambar. Qu'importe si la masse des accros au show le juge imbuvable, c'est le modèle même de la personnalité intéressante selon mes critères. « Tu m'étonnes que tu aimes le personnage », fait remarquer cette rabat-joie de Yaël. « C'est ton portrait craché !» Et notre groupe d'amis, notez les guillemets, de hocher la tête d'un air entendu. Je tente. « Est-ce que vous essayez de me dire que, comme lui, je suis bourrée d'humour et si attirante que ça en frise le délire ?» Ça fait sourire Yaël. C'est une façon de voir les choses. Une autre interprétation serait que ton sens de l'humour est loin d'être toujours de bon goût et que de temps en temps tu gagnerais à réfléchir avant de parler. Je me demande si elle fait allusion à ma bévue de la vieille, un éclat de rire mal placé saluant ce que je pensais être une plaisanterie de notre professeur de civilisation américaine. « Nous allons reprendre le cours de la dernière fois, » avait-il annoncé en prenant place derrière son bureau. « Tout le monde l'a relu avant de venir, j'espère. » Comment aurais-je pu savoir que le but de la tirade n'était pas de nous faire nous esclaffer gaiement? J'y avais en plus mis tout mon cœur. Trop bête. Ou peut-être est-ce une référence à mon toc de l'insolence, comme elle surnomme ma tendance à lever les yeux au ciel en cas de contrariété. C'est terrible, je vous assure, je n'ai pas le moins du monde conscience de le faire, et mes interlocuteurs le notent en revanche à tous les coups. C'est ainsi qu'est née ma réputation d'incurable effrontée, d'impertinente ne cachant son ennui à personne. Mais, contre son gré, et cela personne ne le précise, l'avantage de ce défaut, c'est que je n'ai guère à prétendre être passionné par un sujet que je trouve chiant comme la pluie. Un coup d'œil, et vous pouvez dire si vous m'intéressez ou non. Mais combien de réprimandes ce tic a pu coûter? Combien de prises de tête avec un chef ou un professeur qui n'appréciait pas du tout mon attitude trop révélatrice. Enfin, puisque aucun exercice de théâtre, méditation ou yoga n'a pu me débarrasser de cette encombrante tendance, je fais simplement avec, et adopte les lunettes de soleil comme marque de fabrique, si d'orageuses discussions sont au programme. Tout comme il existe des moules à manquer, de toute évidence, il y a des gens qui ont manqué le manque, et plus qu'on ne le croit. Des personnalités un peu bizarres, étranges, hors normes, qui rendent la vie plus amusante et pimentent le quotidien. Et je suis fière d'appartenir à cette communauté d'excentriques. À quand une grande journée des toqués, avec rassemblements festifs et concours de bizarreries? Ça, les amis, ça enverrait du pâté. Novembre. Le matin. Explosion de tendances schizophrènes, absolument à chaque fois que le réveil sonne. Lève-toi! Non, plutôt mourir. Si, tu vas encore être en retard. Rien à foutre.
Tu vas le regretter dès qu'il sera trop tard pour être à l'heure, et courir dans tous les sens sans arriver à rien. Bouge-toi, maintenant. Ok, une minute. Même pas. Je compte jusqu'à 10 et j'ouvre les yeux. 20 et je me lève. Maximum 30. Systématiquement, une demi-heure plus tard, je me réveille en sursaut et enchaîne les sprints dans tous les sens, sans que ça aide à quoi que ce soit. Il y a un moment à partir duquel le retard n'est juste pas rattrapable. Une âme sensée pourrait penser qu'après un certain nombre d'erreurs répétées, la jeune personne intelligente que je suis comprendrait que la solution, très simple, à la situation présente serait de se lever plus tôt. Mais mon cerveau fonctionne de toute évidence selon une logique toute différente et difficilement explicable. Car j'ai beau saisir le raisonnement, dans les faits, il m'est impossible de l'appliquer. En fait, il m'est plus ou moins physiquement inatteignable d'arriver à l'heure où que ce soit, pour quoi que ce soit. Si la ponctualité à un rendez-vous est directement déterminée par le fait de se lever au moment prévu, je préviens directement de mon retard la veille, histoire d'éviter les mauvaises surprises et attentes superflues. Cela dit, sachant que l'autre est au courant, je me permets de rester un peu plus soli et arrive plus en retard que prévu. C'est un cercle vicieux, c'est terrible. Bon, pour dire toute la vérité, quelles que soient les conditions pour que j'arrive à l'heure, elles ne sont jamais trop favorables. En retard comme Apolline est sur le point de devenir une expression courante dans mon entourage. Lassée d'avoir à poireauter des plombes pour chaque rendez-vous, Yaël a même mis au point la technique du faux rendez-vous. Grâce à un savant calcul prenant en compte le moment de la journée, le trajet nécessaire et la direction dans laquelle souffle le vent, elle détermine la durée probable de mon retard et fixe l'heure du rendez-vous avec autant d'avance. C'est qu'elle est maligne, la petite. Mais revenons à nos moutons avec une vérité universelle et indéniable. Pour faire court, le matin, ça craint. Bon, je ne dis pas, se lever à 11h57, techniquement parlant, c'est toujours le matin, en sachant qu'on ne va quitter son lit que pour une poignée d'heures, puisque le dimanche, je fais la sieste, et après, je me couche tôt. C'est pas mal. À la limite, être réveillé à l'aube par le chant des oiseaux et le lever du soleil un radieux jour d'été, et sortir tandis que tout le monde dort pour aller folâtrer dans les champs, c'est même folklorique. Mais vraiment, se faire tirer du sommeil par un agressif bipage d'alarme, c'est le pire moyen de commencer une matinée. Devant moi, le triste programme de la journée, bondé de cours et de révisions dans des amphis glacés, parce qu'avec ça, les partiels approchent. C'est qu'il ne faudrait pas que l'on se mette à trop profiter des vacances qui ne vont plus tarder. Je songe avec désespoir à l'époque où, jeune enfant, je quittais l'école pour des vacances pleines de magie et de cadeaux débarqués d'on ne sait où, venus décorer un beau sapin, ce roi des forêts. Je sais à présent que les présents sortent tout droit des porte-monnaies, par exemple le mien, et des cerveaux qui se creusent pour trouver ce qui pourrait à la fois plaire et ne pas ruiner. Les courses de Noël, tout un art. J'enfonce la tête plus profondément dans mon oreiller moelleux et encore chaud, maudissant la météo hivernale. Qu'il fasse si bon sous la couette et si froid partout ailleurs, c'est quand même un signe, non? Je ne peux pas être la seule à m'en être rendu compte. Je suis fatiguée par avance de cette journée. M'imaginer la foule dont je ferai partie dans quelques heures, pressée contre des vitrines débordantes de jouets de toutes sortes, me donne envie de tout plaquer et de m'enfuir aux Maldives. Les magasins à Noël, c'est vraiment la pire punition que le karma a trouvée pour nous punir de nos mauvaises actions. Trouver de quoi contenter ma petite sœur devrait être plutôt facile, mais le choix du cadeau destiné à mon grand frère reste le même casse-tête chaque année. Il ne juge jamais utile de me faciliter la tâche en annonçant simplement et clairement ce qu'il aimerait recevoir, et me laisse la délicate mission de décider seul. Quitte à se retrouver propriétaire d'un porte-clés canard en plastique qui fait coin quand on lui presse le ventre. Autant l'avouer, je finis généralement par me rabattre sur une boîte de chocolat ou de pâtisserie qui ne peuvent pas être mal accueillis et évite les remerciements forcés. S'il n'y avait que cela, à la rigueur, je trouverais sans doute la force d'émerger un peu plus promptement. Mais dehors s'agite une tempête dont les rafales de vent se lancent avec tant de vigueur dans l'air glacé qu'elles en secouent les fenêtres. La simple idée d'affronter ce froid me rend malade. J'ai déjà la gorge irritée, la tête qui me tourne. C'est sûr, un cas rare de diphtérie aiguë s'est emparé de moi. Je n'ai plus que quelques minutes à vivre.
Ce dernier temps, malheureux sursis avant le grand saut vers l'inconnu, je veux le passer dans mon lit, dernier refuge face à la maladie. Nul n'oserait refuser à une mourante ses dernières volontés, n'est-ce pas? Vous qui hochez probablement la tête, plein de compassion pour la pauvre âme qui s'agite dans mon corps souffrant, sachez-le, ma mère n'a pas votre ouverture d'esprit, ni votre noblesse de cœur. Toujours prête à se rallier aux forces obscures à l'origine de mon mal, elle m'accuse systématiquement de feindre un malaise pour trouver un prétexte à fainéanter. Comme si c'était le genre de chose que je pourrais faire. Il est des gens qui ne saisiront jamais le vrai sens de la douleur. C'est tout à fait regrettable que ces mêmes individus aient le pouvoir de m'envoyer de force à la mine et au charbon, ou à l'université. Que l'on nous oblige à braver les éléments en furie, contre tous les avertissements de Dame Nature qui nous hurlent « Restez chez vous !» à grands coups de fouet venteux, est tout de même une aberration. À quand un décret qui se pencherait sérieusement sur la question et conclurait avec bon sens qu'il devrait être défendu de quitter son lit dans une situation météorologique trop extrême? Par extrême, j'entends les jours de neige et de pluie tant qu'à faire, par une température inférieure à 10 degrés, et quand les nuages sont trop gris et déprimants. Il semblerait pourtant que notre gouvernement ait mieux à faire que de lire les nombreuses missives que je leur ai adressées sur ce sujet. Tous des pourris, comme on dit. Novembre est décidément un mois des plus cruels. Je suis donc bien résolu à faire grève, à m'enfouir sous ma couette et ne refaire surface qu'au printemps, parce que, c'est décidé, j'appartiens désormais à la race des ours. Je vais hiberner jusqu'à ce que le soleil me réveille d'un rayon joyeux et que personne n'essaye de me forcer à me lever. Mes griffes tranchantes sauront repousser les importuns. Soudain, ma petite sœur débarque dans la chambre et s'approche en chantonnant. Elle se faufile sous un pan de couette, se blottit contre moi et chuchote « Il faut se lever, maman l'a dit !» Et j'envisage de l'écouter parce que 11 ans d'amour et de pain d'épices, c'est le meilleur des réveils. Parce que d'un coup, l'air semble plus doux, et même la pluie dehors ne peut refroidir la boule d'amour qui me réchauffe le cœur. Me coltiner 2 heures de shopping dans une boutique surpeuplée ne semble plus si terrible si c'est pour trouver le jeu qui la fera s'amuser pendant le reste de l'année, ou une peluche qu'elle élira la plus belle de l'univers et ne quittera plus. Revigorée, je me sens prête à affronter la journée, aussi rude qu'elle s'annonce. Je peux faire face à ces satanés examens, qui ne sont toujours qu'un mauvais moment à passer. Je pourrais même tenir tête au diable s'il lui prenait l'envie de sortir aujourd'hui, mais bon, j'en doute. Même les créatures démoniaques doivent préférer un intérieur cosy à une météo pourrie. Cette journée ne sera peut-être pas aussi affreuse que je ne me l'imaginais. C'est fou comme une mignonne petite sœur peut changer votre humeur en un rien de temps. Je l'attrape et la serre à l'en étouffer. Je t'aime, toi, tu sais. Mais déjà, cet adorable enfant me repousse et s'enfuit en hurlant. « Ah, tu pues de la laine !» Je vais me recoucher, tiens, pour la peine. Décembre. Les rites familiaux. Noël approche, et avec lui une foule de choses plus ou moins sympathiques. La neige, par exemple, magique quand elle tombe, fabuleuse quand elle permet de se lancer dans des batailles enragées, déprimante une fois transformée en bouillasse sous les roues des voitures. Ou bien la tradition des cadeaux, entre excitations toujours renouvelées. Est-ce que j'aurai enfin cette paire de bottes qui me fait baver depuis des semaines? Et corvée interminable, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour mamie Gertrude cette fois? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à Noël, je ne coupe jamais, absolument jamais, à la grande réunion familiale de l'année. Oncles et tantes, cousins au 12e degré par alliance, aïeux pour l'occasion sortis de leur maison de retraite, tout le clan est là. De la première année de sa vie à la dernière, tout grand Jean digne du nom se pointera dans notre maison de vacances pour célébrer la naissance du petit Jésus. Pas qu'on soit des fanats de religion, mais bon, le 25 décembre, c'est férié pour tout le monde, donc c'est plutôt pratique. Il paraît que la date est une imposture en plus, même pas une vraie journée d'anniversaire. Une décision arbitraire, parce qu'il fallait choisir un moment pour lancer la machine. Bien la peine de se donner tant de mal pour une date sortie d'on ne sait où. Mais
Je divague, et en plus personne n'a demandé mon avis sur la question. Le fait est que les fêtes de Noël sont l'occasion de rassembler la famille, donc on rassemble, et on se plie au protocole des bonnes manières. C'est-à-dire, on me fait passer devant l'intégralité des membres de la tribu, qui me posent tous les mêmes questions, et attendent que je débite la litanie de ma vie. Je me vois systématiquement interrogée sur l'avancée de mes études. Ça se passe bien, merci. Sur mon futur. Il est plutôt flou, merci. Et sur ma vie sentimentale. Elle n'existe pas, merci. D'être soumise à cette foule de salutations diverses et variées pose le problème délicat de la manière de le faire. Déjà, enchaîner des bises en débarquant dans un groupe de 25 000 par an, à peu près, c'est un peu répétitif. S'il faut en plus être finaude et deviner comment donner son bonjour à qui, ça devient carrément casse-tête. Par exemple, il y a ce moment terriblement embarrassant où je ne sais s'il faut serrer la main ou faire la bise. Généralement, cela provient du fait que je ne sais pas, au juste, qui est la personne qui se trouve en face de moi. Car si j'ai un peu de mal à me repérer dans la myriade de parents qui peuplent notre famille, c'est définitivement trop demandé que de vouloir que je retienne qui sont ceux qui les accompagnent. Ambiance de Noël oblige, je règle la plupart du temps la question par une bise joviale. Mais dans ce cas, combien en attend-on ? Du nord au sud, l'usage varie, et comme de bien entendu, la famille est installée un peu partout sur le territoire. Je me penche donc, fais claquer un bisou, 2, me relève au moment où l'autre s'apprête à en lancer un 3e, me rapproche vivement pour arriver trop tard, puis chacun oscille quelques secondes, se demandant quelle peut bien être l'habitude de son vis-à-vis. Il y a toujours quelques hommes qui ne jurent que par la poignée de main, et vous tendent la leur d'un geste dynamique qui annonce le plus souvent leur enthousiasme débordant. Comprenez, ils vont vous broyer les phalanges, un grand sourire aux lèvres, tandis que vous vous tenterez de mettre fin ou plutôt à cette poignée d'acier en refoulant vos larmes. Rien de très exaltant, donc, sauf quand arrive le moment de la sempiternelle histoire de la fois où je suis tombée dans un ravin pendant un séjour au ski 10 ans auparavant. J'ai tendance à penser que l'Assemblée pourrait au moins une année se passer de l'anecdote. Ce qui n'est de toute évidence pas l'avis de ma mère, qui se donne beaucoup de mal pour recaser la chose chaque hiver, avec des détails inédits à chaque fois. C'est qu'il ne faudrait pas lasser le public. Les éclats de rire qui ne manquent pas de fuser laissent penser qu'elle est bonne narratrice, mais j'apprécie moyennement que l'évocation d'un moment si rude suscite tant de jovialité. Essayez d'escalader un ravin glacé avec une paire de skis aux pieds, et vous verrez de quoi je veux parler. Je ne voudrais cependant pas avoir l'air aigri. Je me force donc à sortir un petit rire complice au moment de la narration, tout en balançant mentalement des Avada Kedavra sur tout ce qui bouge. S'il me fallait dresser une liste des petits rites sans logique ni sens auxquels je tiens, il n'y en aurait par contre qu'un seul, mais un vital. Il s'agit bien évidemment de cette tradition ancestrale exigeant de se regarder dans les yeux au moment de trinquer. J'ai développé une sorte de pathologie maniaque concernant cet usage, pour des raisons que j'avoue peu rationnelles. Mais enfin, j'y tiens. Il se trouve malheureusement que je me retrouve très souvent confronté à un interlocuteur qui assène un chin-chin, bruyant et enthousiaste, mais oublie de me lancer un regard bien franc, ou détourne brusquement le regard. Comme je ne suis pas particulièrement branché par la perspective de me retrouver plongé dans la malchance pour le reste de ma vie, au moins, je retire régulièrement mon verre à la dernière seconde, renversant la moitié du contenu sur la table. Comme j'ai pris le pli maintenant, je suis une fan d'étoiles cirées. Mais je dévie du sujet, là, non ? Sinon, au chapitre des règles de vie comme au moment des fêtes, figure toute une série de trucs qui me font hurler. Mais comme ma mère m'a juré de me couper la tête si je le fais à haute voix, je garde mes cris dans ma tête. Je dois par exemple supporter les innombrables blagues sexistes du cousin Paul, qui doit avoir quelque chose de bloqué au niveau du développement intello-affectif. Depuis que j'ai pété un câble il y a 2 ans, menaçant de l'attaquer en justice entre 2 déballages de cadeaux, il tente de chuchoter ses vannes misogynes quand je suis dans le coin, et d'en rire pas trop fort. Mais quand même, ça me rend dingue. Je déteste aussi devoir faire la conversation à tante Alda, ce à quoi je me plie sur demande parentale express uniquement, parce que c'est comme de parler seul, mais en moins marrant.
Alda a décidé qu'être vieille la dispense de toute obligation sociale. À la base, je trouve ça plutôt cool. Quand on sait qu'elle traduit cette philosophie en refusant de discuter des sujets qu'elle ne juge pas suffisamment stimulants, tout en exigeant d'avoir de la compagnie en continu, on cerne mieux le problème. Je me retrouve donc à parler seule, rebondissant sur le moindre mot qu'elle lâche et m'enthousiasmant de la moindre info. Un week-end en Poitou-Charentes ? Mais ça semble fabuleux! Et me voilà partie pour 20 minutes d'argumentation sur les bienfaits de l'air du Poitou, où je n'ai jamais mis les pieds. Je blablate des heures sur la météo dans un espèce de marathon linguistique, sans que cela ne fasse sens le moins du monde. C'est vrai qu'il fait froid cette année, je lance courageusement. Ça doit être parce qu'on est en décembre. Il fait souvent froid en décembre, n'est-ce pas? D'ailleurs, s'il y a de la neige, ce n'est pas à cause de la chaleur, parce qu'il fait plutôt froid en fait. À l'inverse, il y a les conversations qu'il faut subir, auxquelles je ne comprends goutte, même en essayant très fort. Ainsi en va-t-il quand je me retrouve placée aux côtés de mon grand-oncle Guillaume, qui semble se nourrir exclusivement de dictionnaires médicaux. « Oh, ma cataracte me fait souffrir, si tu savais, et cette insuffisance rénale, ce n'est pas ma potomanie qui va la guérir. » Plus frustrant encore, la fratrie qui me sert de cousin. J'ai nommé Henri, Charles-Henri et Pierre-Henri, à qui il ne vient jamais à l'esprit qu'il pourrait être aimable de m'adresser la parole. Trop passionnés par leurs propres aventures, systématiquement narrées avec une introduction sous forme de « Hé, tu te rappelles la fois où… » ils ne prennent jamais le temps d'expliquer le contexte, ou la chute d'une histoire. Écroulés de rire, ils se balancent virilement de nombreuses tapes sur l'épaule, tandis que je m'assoupis doucement dans mon assiette. Ajoutez à cela un oncle qui boursicote, le nez plongé dans d'obscures statistiques, qui ne l'aident visiblement pas à grand-chose. Depuis 3 ans, il demande de l'argent pour Noël. Et une grand-mère très à cheval sur les bonnes manières. Et vous aurez un aperçu complet du paysage familial. L'ineffable Gertrude, lors d'un cours grandiloquent sur la façon de se tenir, m'a cette année appris qu'il était du plus mauvais goût de souhaiter bon appétit. Toute référence à la digestion, donc, si vous suivez bien, à la crotte qui s'ensuit, étant à bannir, je me suis retrouvée fine avec mon joyeux cri de lancement de repas. J'ai d'ailleurs cru pour un moment qu'elle me racontait des blagues, mais non, mais Gertrude ne fait pas de blagues. Elle exige, en revanche, un parfait maniement de la quinzaine de couverts sagement alignés sur une nappe immaculée. S'étouffe d'indignation lorsque l'on utilise un couteau pour manger la salade, se retrouve au bord de l'apoplexie s'il nous faut plus de 30 secondes pour recouvrir nos genoux d'une serviette bien lissée. Et j'en passe, et des meilleurs. En sa présence, inutile de tenter le moindre « ouais » ou pire encore « je sais pas », le comble de l'offense langagière. Elle use et abuse en revanche des maximes qu'on lui a fait apprendre dans sa jeunesse et qui font force de loi dans son monde. Bref, j'assiste chaque année, entre huîtres et champagne, à un revival de la haute bourgeoisie, à laquelle 2 ou 3 ancêtres auraient vaguement appartenu. Ce n'est pas l'éclate du siècle, certes, mais enfin, c'est la famille. Je méditais sur les obligations sociales, tout en essayant d'arracher quelques mots à la grand-tante Alda sur son état de santé. Un œil sur les jeux de ma petite sœur et sa cousine préférée, âgée d'une 10aine d'années. Je les entends chuchoter, puis pouffer, tandis que l'une conclut « T'as vu comment qu'ils se font tous des politesses? C'est bien un truc de vieux, ça !» Et dans un sursaut de rébellion et quelques coupes de champagne de trop dans le sang, je décide d'envoyer au diable ces conventions qui m'agacent. Bon, les mecs, on se dit bonjour de loin cette année, d'accord? Parce que franchement, vous êtes super nombreux. Non mais vraiment, un peu trop même. Oh, oncle Paul, je ne t'avais pas vu. Et pourtant, c'est pas les 3 cheveux qu'il te reste qui risquent de te dissimuler. En attendant, toi qui aimes rire, j'ai entendu plein de trucs marrants cette année. Tu vas adorer. Tiens, par exemple, quelle est la différence entre un mec et un jean slim? Aucune. Les 2 présentent bien, mais au final, ils te cassent les couilles. Rigolo, non? En voilà un autre. Les hommes, c'est comme les légumes. Il en faut 5 par jour minimum. Attends, j'en ai encore une super. Bah, mais Gertrude, pourquoi ce visage indigné? Peace, love, c'est la fête du slip, là. Regarde ce bon vieux Guillaume, toujours sur le point de succomber, atteint de tous les maux. Il garde la pêche quand même. Comment ça va mal, grand-tonton? Ah, et puis vous, les Henry Brothers, pendant que je vous tiens.
quasiment plaqué au sol par ma mère, mon discours prend subitement fin et on me place dans une chambre vide, désignée cellule de dégrisement domestique pour la soirée. Je crois que mes parents prévoient de m'envoyer en vacances à l'étranger l'année prochaine. Mais aucune chance que je rate notre fabuleuse réunion annuelle. La famille, c'est sacré.